point. Merci Samir. On accueille à présent Emmanuel Navon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Un mot sur ces roquettes qui sont tombées ce matin sur la ville de Sderot. Un message côté palestinien, côté des terroristes palestiniens de la bande de Gaza. Je crois que le comportement du Hamas dans la bande de Gaza ne change pas, à savoir une politique de terrorisme vis-à-vis de la population civile israélienne. Cela prouve d'ailleurs que le Hamas contrôle ces tirs de roquettes, puisqu'à chaque fois le Hamas essaie de se cacher derrière les différents groupes terroristes en disant que ce n'est pas lui qui contrôle ces tirs de roquettes, mais on ne peut pas ne pas noter le hasard, soi-disant, le fait que le président Obama soit en Israël et que ce tir de roquette ait lieu maintenant. Cela veut très clairement dire que finalement, ce que prouvait le Hamas, c'est que le système de protection installé par les États-Unis n'est pas parfait et qu'ils veulent tester en réalité ce système de protection alors même que le président Obama est en Israël. Est-ce que ça montre avant tout c'est que les Palestiniens n'ont manifestement pas confiance aujourd'hui en Barack Obama? Alors Barack Obama, Benjamin Netanyahou, on les a vus discourir hier côte à côte lors des conférences de presse. On a eu le sentiment que finalement derrière le vernis du protocole, le vernis très bien polissé du protocole, les dissensions entre les deux hommes restent les mêmes. Je ne pense pas, au contraire. La conférence de presse hier entre le Premier ministre israélien et le président américain, au contraire, a montré qu'il y a un rapprochement des positions, dans la mesure où, sur la question du dossier iranien, le président américain a dit très clairement que d'abord il n'y avait aucune dissension sur le but final, à savoir que les États-Unis n'accepteront jamais. Il ne fixe pourtant pas ni de ligne rouge, ni de calendrier sur la question. Le président américain a dit clairement qu'il y avait encore à peu près un an pour utiliser l'option militaire contre l'Iran et qu'en attendant, il reconnaissait entièrement Israël le droit de se défendre elle-même. Autrement dit, si Israël considère que cette année, ce qu'a fixé le président américain est trop pour Israël. Mais en attendant, d'un côté les Américains veulent plus de dialogue, de l'autre les Israéliens plus de sanctions. Il va falloir choisir entre les deux. Non, les Américains eux-mêmes ont une politique de sanctions contre l'Iran. Que les Israéliens veulent pousser. Il n'y a plus de politique de dialogue avec l'Iran, cette politique est terminée. Tout simplement, l'administration actuelle aux États-Unis pense qu'il y a à peu près encore un an pour que les sanctions fonctionnent. Il y a effectivement une dissension avec Israël sur ce point, mais je vous rappelle, dans la conférence de presse hier, le président américain a très clairement dit qu'Israël a le droit complètement d'avoir une intervention militaire en attendant si Israël considère que les sanctions ne marcheront pas. Donc cela est très clair. Et sur le dossier palestinien également, Benjamin Netanyahou a réitéré son engagement sur la question de deux États pour deux nations, donc je ne vois pas quels sont les points de dissension. Au contraire, je crois que la conférence de presse hier a montré un rapprochement des vues entre les deux dirigeants. Rapprochement des vues, opération séduction, Barack Obama était venu faire ici en Israël, c'est réussi selon vous? Je pense que le président américain a voulu corriger un problème d'image vis-à-vis d'Israël qui s'était créé lors de son premier mandat et que cela pour l'instant a très clairement réussi. L'opération de charme qui, je pense, apporte ses fruits. Il faudra attendre bien entendu aujourd'hui son discours à Jérusalem, mais je pense que jusqu'à présent l'opération de charme a réussi. Alors un discours, parlons-en, un discours qu'il ne fera pas devant la Knesset, devant le Parlement israélien. Certains en ont été agacés. Est-ce que vous comprenez cette position? Écoutez, la position officielle américaine est que le président Obama voulait s'adresser pas seulement aux représentants élus du peuple, mais au peuple lui-même, mais également à la jeunesse, un peu comme il avait fait au Caire au début de son mandat. Il est possible également que... Et pour ça, il s'est évité le choix d'une université israélienne. Oui, enfin, il a invité des étudiants des différentes universités israéliennes, à part l'université d'Ariel. C'est la raison pour laquelle certains étudiants des autres universités n'iront pas à son discours pour protester contre cette position. Mais je pense également qu'il est possible que le fait que certains membres de la Knesset aient menacé de boycotter le discours de Barack Obama à la Knesset parce qu'il n'est pas venu avec Jonathan Pollard, il est possible que cela ait également influencé sa décision de ne pas donner son discours à la Knesset, mais au Palais des Nations. On va reparler d'un autre sujet sur lequel il y a des dissensions entre les deux dirigeants. Obama qui refuse de reconnaître formellement l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Est-ce qu'il y a encore de véritables doutes sur la question? Je pense que sur la question des armes chimiques, lorsque Barack Obama a eu sa conférence de presse hier soir avec Benjamin Netanyahou,
Il a dit que l'utilisation d'armes chimiques serait considérée comme inacceptable par les États-Unis. La question qui se pose évidemment est de savoir pourquoi il était acceptable que jusqu'à présent, après que Assad ait assassiné plus de 70 000 de ses citoyens, où étaient les États-Unis. Je pense que l'administration américaine a fait une erreur sur ce point en pensant que le régime Assad allait finir par s'effondrer tout seul et qu'il fallait simplement donner un peu de temps à la révolte en Syrie, et qu'on s'aperçoit qu'après plus d'un an et demi de révolte et de massacre, cette politique a échoué. Et donc je pense que le fait d'utiliser les armes chimiques comme prétexte, c'est un peu tard, et je pense qu'il est temps pour les États-Unis de réviser leur politique vis-à-vis de la Syrie. Alors, sur ce dossier, les États-Unis ont imposé à la Syrie des lignes rouges qui manifestement ne seront pas respectées, c'est-à-dire qu'Obama a dressé un calendrier qu'il n'est finalement pas prêt à assumer. Je pense que sur la Syrie, il a compris son erreur et il cherche simplement aujourd'hui une porte de sortie pour sauver l'honneur des États-Unis, et que, encore une fois, la question des armes chimiques est utilisée plus comme prétexte qu'autre chose. Mais je pense que très clairement, il faut que Barack Obama révise sa politique de la même manière qu'il a révisé sa politique vis-à-vis d'Israël, entre parenthèses. Je pense qu'il a une capacité à tirer la leçon de ses erreurs, et il est temps qu'il le fasse sur le dossier syrien. On reparle du dossier iranien un instant. Le dossier nucléaire iranien, on peut le diviser en 3 dissensions entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Le premier, c'est sur le renforcement des sanctions. On en a parlé, et la nature de telles sanctions. Le deuxième, c'est sur l'établissement d'un calendrier qui n'est pas le même pour Israël et pour les États-Unis. Et le troisième, c'est la fixation de lignes rouges. L'étape à venir en parlant des sanctions, c'est le blocus maritime, et c'est bien à cela que les États-Unis refusent de se plier. Alors sur la question du blocus maritime, il y a bien entendu le problème pétrolier, puisque en particulier des pays comme la Chine et la Russie n'accepteront pas de bloquer les détroits d'Ormuz et de bloquer les exportations pétrolières. Mais comme vous l'avez dit, il y a un problème de calendrier également entre Israël et les États-Unis, puisque dans son discours à l'ONU en septembre dernier, Benjamin Netanyahu avait fixé le printemps ou l'été 2013 comme ligne rouge, et nous y arrivons, alors que les États-Unis ont parlé hier d'encore un an. Mais encore une fois, en dépit de ce désaccord, il y a également une déclaration très claire hier soir de Barack Obama, à savoir que si Israël pense autrement, Israël est tout à fait libre d'agir militairement. Donc je crois que cette dissension, je crois qu'il y a une clarification hier, dans la mesure où Obama n'a pas dit nous considérerions une action militaire israélienne comme une provocation, une violation de notre amitié. Alors que nous ne sommes pas d'accord sur la date de la ligne rouge. Non, il a dit très clairement hier soir, nous sommes effectivement en désaccord, il y a un certain désaccord sur où est la ligne rouge, mais en attendant, Israël est complètement libre d'agir militairement. Est-ce que le fait que Barack Obama ne veuille pas plus s'engager dans des interventions à l'extérieur, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été élu pour ça, son deuxième mandat, il est placé sous le signe du redressement économique aux États-Unis. C'est pas ça finalement son premier point, son premier frein pour toute action à l'étranger? C'est clair que Barack Obama n'a pas été élu pour s'engager dans des opérations militaires à l'étranger. Au contraire, en tout cas pour son premier mandat, l'un des buts de son premier mandat est effectivement de retirer les troupes américaines d'Irak et de réinvestir les énergies nationales américaines dans l'économie. C'est vrai également dans son deuxième mandat, sauf qu'on ne peut pas ignorer le dossier iranien. Le président lui-même en a parlé longuement de sa campagne. Cela a fait l'objet d'un débat très poussé entre lui et le candidat républicain Mitt Romney. Et le président Obama ne peut pas ignorer le dossier iranien, tout simplement parce qu'il a été élu pour s'occuper des problèmes économiques du peuple américain. Je crois que lorsqu'il dit que toutes les options sont sur la table et que les États-Unis n'accepteront jamais un Iran nucléaire, il veut dire ce qu'il dit, et que cela est très clair. Obama qui se rend ce matin au musée d'Israël pour y voir les rouleaux, les manuscrits de la mer Morte. Est-ce que c'est nouveau pour Obama, cet engagement aussi qu'il a eu hier en arrivant sur le tarmac encore de l'aéroport de Ben Gurion, de se prononcer pour l'établissement du peuple juif sur sa terre, l'association des deux? C'est nouveau pour lui? Je pense que cela vient corriger le couac de son discours au Caire il y a 4 ans, lorsqu'il avait finalement justifié l'existence de l'État d'Israël par la Shoah, ce qui avait choqué bien entendu de nombreux Israéliens, et donc il a compris son erreur. Il a parlé hier d'une histoire de plus de 3000 ans du peuple juif dans cette région, ce qui a fait dire entre parenthèses au député Ahmad Tibi que le discours hier de Barack Obama était un discours sioniste. Je pense qu'il ne voulait pas, il n'a pas
voulais pas dire cela comme compliment, et que le fait d'aller visiter les rouleaux de la mer Morte, effectivement, c'est pour souligner le fait que Barack Obama comprend que l'État d'Israël n'est pas né uniquement à cause de la Shoah, mais parce que le peuple juif, cette terre est la terre du peuple juif depuis 3000 ans, depuis plus de 3000 ans. Donc je crois qu'il a voulu là corriger le discours du Caire qui avait froissé beaucoup de juifs et d'israéliens, d'où la symbolique de sa visite dans le désert. Vous vouliez intervenir oui, sur cette question. sur ce point, je voudrais juste dire une chose que les Palestiniens ne demandent plus, peut-être un État palestinien, mais je parle de la presse, mais ils parlent de cette judaïté d'Israël et ils veulent essayer d'empêcher Obama de déclarer solennellement la judaïté d'Israël. Donc lui, il le fait par des gestes symboliques comme la visite au musée, comme le côté à l'époque, mais on est tombé un petit peu trop bas, c'est-à-dire on commence à penser comment empêcher des gestes comme ça qui revendiquent la judaïté de ce pays. Donc on est loin du rêve du pays palestinien. Alors Emmanuel Navon, revenons justement à ce conflit israélo-palestinien, cette visite diplomatique. On a l'impression de beaucoup de déclarations diplomatiques assez creuses finalement. Et dans les faits, est-ce que quelqu'un s'intéresse encore à la résolution de ce conflit? Écoutez, je suis toujours étonné lorsque j'entends cette question, puisque les premiers à souffrir de ce conflit, ce sont ceux qui vivent dans cette région, ce sont les Arabes et les Juifs. Et donc lorsque j'entends des dirigeants étrangers nous faire un serment sur la nécessité de résoudre le conflit lorsque eux, ils habitent à Paris ou à Washington, je trouve ça toujours un peu étonnant, parce qu'on n'a pas besoin de nous expliquer, nous qui vivons ici, qui faisons la guerre et qui servons dans l'armée, que la paix est préférable à la guerre. Nous savons beaucoup mieux que ceux qui disent cela des terrasses de café de Paris. Pourtant, les faits sont là, la résolution du conflit n'étant rien une priorité le premier concerné, c'est le nouveau gouvernement. Ce n'est pas que ce n'est pas une priorité, c'est simplement que les dirigeants, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, ont fini par comprendre que cette obsession avec la nécessité de résoudre ce conflit, les conditions ne sont pas réunies. Et donc, cela ne sert à rien de parler sans arrêt de résolution, si tous les modèles de résolution ont échoué jusqu'à présent. Et la question est de savoir comment gérer ce conflit d'une manière qui satisfait plus ou moins pas à 100%, bien entendu, les différentes parties. Donc je crois que Obama lui-même a fait cette transition, peut-être pas complètement, mais elle l'a fait partiellement de transition de résolution du conflit à la gestion du conflit. Et il faut quoi pour redémarrer ces négociations concrètement? Mais encore une fois, les négociations ne sont pas une fin en soi. Cela fait plus de 15 ans, depuis 1993, depuis le processus d'Oslo, que Israël et l'autorité palestinienne négocient et que cela ne mène à rien. Donc il faut cesser de voir ces négociations comme une fin en soi. Sauf qu'il faut commencer par dialoguer pour trouver une solution au conflit. Il faut commencer par dialoguer pour trouver une solution au conflit, mais je vous rappelle que toutes les propositions de paix qui ont été mises sur la table par Israël, et la dernière en date est celle de Ehud Olmert en 2008, ont été rejetées flatement par l'autorité palestinienne. Et donc la question de savoir quel est l'intérêt de renégocier de nouveau pour que les propositions d'Israël soient de nouveau repoussées par l'autorité palestinienne. Donc il faut cesser de voir les négociations comme une fin en soi et commencer à réfléchir de la meilleure façon de gérer ce conflit pour qu'il y ait un niveau maximum de sécurité, de stabilité et de droit pour les deux parties, même si aucune des deux parties n'arrive à la totalité de ces demandes, parce que je crois que cela de toute façon sera impossible. Le fossé est trop large entre le maximum qu'Israël est prêt à donner et le minimum que l'autorité palestinienne est prête à accepter. Emmanuel Navon, on l'a vu tout à l'heure avec Samir, les Palestiniens n'attendent rien de cette visite de Barack Obama. La rue palestinienne a même marqué fermement son opposition au président américain. Alors est-ce qu'Obama compte se donner une espèce d'opération séduction, une nouvelle fois, à Ramallah cette fois-ci? On ne peut pas se permettre de venir en Israël, à mon sens, sans visiter Ramallah. Ça aurait été un peu gros, je pense. Mais il est clair que l'ambiance dans les rues de Ramallah n'est pas la même que celle qu'a reçue Barack Obama à l'aéroport de Ben Gurion. C'est très clair. C'est très clair. Je pense que c'est peut-être l'occasion aussi pour le leadership palestinien de tirer la leçon des erreurs qu'il a commises lors du premier mandat d'Obama, en pensant que finalement il suffisait de faire pression sur Israël et que lorsque Israël a cédé aux pressions de Barack Obama, en particulier avec le gel de la construction et d'autres gestes d'Israël, l'autorité palestinienne s'est raidie encore plus.
Donc je crois qu'il est temps pour Mahmoud Abbas de comprendre qu'il ne peut pas toujours, par le meilleur des deux mondes, présenter une théorie de conflit au président américain. Lorsque le président américain fait des efforts, va dans sa direction et fait pression sur Israël, eh bien, il se redit encore plus. Mahmoud Abbas se redit encore plus. Donc je crois que Abbas est en train de payer le prix de son hypocrisie, il faut bien le dire, et que c'est à lui de faire de réfléchir à sa politique plutôt que de toujours dire au Barack Obama, les États-Unis n'ont rien à attendre d'eux. Emmanuel Navon, je vous coupe, nous recevons les images en direct et nous allons les commenter ensemble de Barack Obama présent avec